Bonjour tout le monde, c'est DLP et aujourd'hui je voudrais vous parler zoophilie. Alors à l'évocation de ce mot derrière votre écran, vous vous dites sûrement que je suis quelqu'un de bizarre à m'intéresser à ce genre de sujet, et vous auriez raison. Et surtout que la zoophilie, c'est quelque chose d'assez rare, voire anecdotique, que ça concerne qu'une poignée de personnes et que ces gens-là, eux-mêmes, ils représentent pas un danger direct pour la société. Et pourtant, vous imaginez pas à quel point cette vision, elle est éloignée de la réalité. Dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'en plus d'être très nombreux, les zoophiles ils agissent sans toute impunité en se rencontrant sur internet et que la loi française, elle fait quasiment rien pour les en empêcher. Et le truc le plus fou là-dedans, c'est que ces personnes connaissent très bien les risques qu'elles encourent, qu'elles savent très bien s'en protéger, et qu'elles n'hésitent pas à s'interposer dans le travail des vétérinaires, associations ou députés qui tentent de s'opposer à eux. Si on prend la définition officielle dans le dictionnaire, la zoophilie c'est 1. Amour pour les animaux, et 2. Relation sexuelle entre un homme et un animal. Vous en conviendrez, c'est un peu léger comme définition et pour cause, c'est très rare d'avoir des zoophiles qui vont aller se livrer à des chercheurs ou à des professionnels de santé. Alors bien sûr, ça n'empêche pas l'émergence de plusieurs théories sur la nature de la zoophilie, et celle qu'on retient le plus à l'heure actuelle, c'est qu'on l'associe à une paraphilie. Une paraphilie, c'est un terme générique qui regroupe les pathologies psychologiques liées à la sexualité, comme c'est par exemple le cas pour la pédophilie. On va pas s'attarder ici sur l'aspect psychologique de la zoophilie, parce que d'une part, j'ai aucune formation scientifique pour en parler, mais surtout que c'est pas vraiment le sujet de l'enquête, mais je pense que c'était important de faire un point là-dessus pour qu'on concerne tous le sujet et qu'on soit sûr de tous parler de la même chose. Notre histoire à nous, elle commence en 2013 avec une personne dont on connaît presque rien à part le nom d'emprunt, Aline. Aline, c'est une bénévole plus ou moins engagée dans la défense des animaux. Elle se renseigne, fait du bénévolat dans quelques refuges, mais voilà, elle travaille pas non plus dans ce milieu, c'est plus une cause qui lui tient à cœur. Et cette année-là, en traînant sur Facebook, elle va voir passer une publication qui, si elle le sait pas encore, va changer sa vie à tout jamais. Le post en question, c'est une pétition qui voulait sauver un berger allemand portant plusieurs stigmates vraiment atroces. L'animal avait été ligoté, les deux pattes dans le dos, avant de se faire violer par un ou plusieurs sadomasochistes zoophiles. Aline est horrifiée, et elle restera profondément choquée par ce qu'elle venait de voir. Mais désormais, elle aurait un objectif, enquêter sur ces zoophiles, récolter des informations sur eux, et les dénoncer aux autorités. Et même si de son propre aveu, elle a jamais été formée ou préparée à ça, elle va commencer tant bien que mal à mener l'enquête. Un travail d'autant plus laborieux que, si encore aujourd'hui c'est difficile de trouver des informations fiables sur la zoophilie, qu'en 2013 en France, il y avait absolument rien. Comme elle avait aucune idée sur les pratiques que pouvaient avoir les zoophiles, Aline, elle va commencer à faire des recherches sur la zoopornographie. Et pour la deuxième fois, Aline, elle va vraiment tomber de haut. Elle se rend compte que le porno zoophile, en fait, il est hyper facile d'accès sur internet. Elle en trouve sur des sites porno classiques, mais elle découvre aussi l'existence de plusieurs sites spécialisés dans les contenus pornographiques avec des animaux. Et le tout accessible sur n'importe quel moteur de recherche, Pas besoin d'aller sur le darknet ou quoi que ce soit de compliqué. Au fil de ses recherches, Aline, elle se rend compte que dans la majorité des cas, les femmes dans ces vidéos, en fait, c'est des prostituées. On voyait les yeux des actrices éclater à cause de la drogue et de l'alcool sur les vidéos. C'était un moyen pour elles d'endurer ce supplice. De toute façon, on leur laissait pas le choix. J'ai fini par tomber sur le témoignage de l'une de ces filles qui souhaitait alerter sur ce qu'elle avait subi pour que ça n'arrive pas à d'autres, quoi. Elle raconte que l'une de ces prostituées a fini par se suicider après un énième tournage. Entre les substances et la contrainte, c'était trop dur à supporter. De fil en aiguille, Aline elle se rend compte qu'au-delà des vidéos zoopornographiques, il y a même des sites de rencontres zoophiles. Vraiment. En fait, ces gens, ils se retrouvent sur des sites de petites annonces, comme Le Bon Coin ou Viva Street à l'époque, ou sinon, il y a certains sites sadomaso ou libertins qui avaient une catégorie dédiée à la zoophilie. Et ça, c'est encore quelque chose qu'on peut vérifier aujourd'hui. Il suffit de taper annonce zoophile ou porno zoophile dans n'importe quel moteur de recherche pour tomber sur des pages et des pages de résultats. Pour entrer en contact avec les zoophiles, obtenir des preuves et les faire condamner, Aline, elle ira même jusqu'à se faire passer pour l'un d'entre eux. Elle explique qu'elle les contactait en changeant son identité en fonction des annonces. Par exemple, si elle tombait sur un homme qui cherchait une relation avec un chien, Aline elle se faisait passer pour une femme qui proposait l'animal. Et avec tous ces réseaux, Aline elle va contacter des dizaines et des dizaines de profils. Elle raconte que des zoophiles en fait, il y en a partout. Des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, des homos, des hétéros, en bref, on est susceptible d'en trouver partout. Alors je me souviens d'un jeune Suisse de 14 ans qui voulait s'initier à la zoophilie avec une chienne ou une jument. Je l'ai contacté en me faisant passer pour une propriétaire de chien, on a discuté et il a fini par me dire qu'il était prêt à traverser la frontière et à me rejoindre en France. Et j'ai trouvé ça hyper dangereux. Il aurait pu tomber sur n'importe qui, alors j'ai décidé de fixer un rendez-vous avec lui à la frontière et au final, c'est la police qui est venue le chercher. À force de discuter et d'échanger avec eux, Aline a fini par identifier 3 catégories de zoophiles bien distinctes. La première et la plus identifiable, c'est ce qu'elle appelle les occasionnels, c'est-à-dire des gens qui font ça pour le fun, entre guillemets,
guillemets, pour assouvir un fantasme, mais la zoophilie, ça fera jamais partie intégrante de leur sexualité ou de leur vie au quotidien. Ils considèrent l'animal comme un objet, ou en l'occurrence, comme un sextoy. Elle explique en fait qu'on retrouve beaucoup de ce type de personnes dans la communauté libertine. C'était très commun pour le libertin d'avoir eu sa petite expérience zoophile. À l'opposé, on a une catégorie de gens bien plus extrêmes et heureusement assez peu nombreux, les sadiques ou ce qu'on appelle les bestialistes. Eux, c'est des gens qui vont prendre du plaisir dans la souffrance de l'animal. Ils sont vraiment monstrueux, ils sont capables des pires atrocités, et il y a même certains zoophiles qui vont vraiment dénoncer cette cruauté. Et entre les deux, on va retrouver ce qu'Aline appelle les puristes. C'est-à-dire des gens qui considèrent que l'animal, il peut consentir à avoir une relation sexuelle avec un humain. Vraiment. Et dans ces cas-là, la zoophilie est une sorte d'orientation sexuelle qui va vraiment impacter leur mode de vie. En tirant ces quelques conclusions psychologiques, Aline elle se rend compte que le mécanisme d'auto-persuasion observé chez les zoophiles, il est en fait très proche de celui constaté chez les pédophiles. Les pédophiles, ils vont projeter leurs schémas mentaux sur leurs victimes et ils vont se convaincre que d'une certaine manière, l'attirance avec l'enfant, elle peut être réciproque. Par exemple, pour se défendre, ils vont dire que l'enfant les avait regardés avec insistance ou que quand il les avait approchés, l'enfant les avait pas repoussés. Pour les zoophiles, c'est à peu près la même chose. Par exemple, quand leur chat ou leur chien vont venir dans leur lit, vont venir leur faire un câlin, ils vont interpréter ça d'une certaine manière et se dire que l'animal, il a aussi envie d'avoir une relation sexuelle avec eux. Gardez ça dans un coin de votre tête, ça va être important pour la suite. Alors avec tout ce travail abattu, après avoir récolté des preuves en pagaille et des tonnes de traces écrites des zoophiles, Aline, elle va tout naturellement aller les dénoncer à la justice. C'était son objectif à la base, de toute façon. Mais tous ces dossiers vont être classés sans suite. Personne ne sera condamné. En fait, que ce soit les autorités étatiques ou les associations animalistes, tout le monde va lui tourner le dos. Faut bien comprendre que le sujet, s'il est encore tabou aujourd'hui, c'était encore pire il y a quelques années. Personne ne voulait en entendre parler, et la loi française sur le sujet, elle était encore plus imprécise qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et ce calvaire, cette situation de stagnation, elle va durer des années pour Aline. Jusqu'à ce qu'une poignée de personnes, qui commençaient eux aussi à s'intéresser à la zoophilie, tombent sur les travaux d'Aline et commencent enfin à lui porter du crédit. Ces gens, c'est l'association Animal Cross. On est maintenant en 2019, le mouvement des Gilets jaunes bat son plein, Notre-Dame succombe aux flammes, et la France bat son record absolu de température. Ouais, 2019, c'était chaud. Mais en fait, au niveau de la zoophilie, rien n'a vraiment changé. Les petites annonces pullulent et les vidéos zoopornographiques, elles continuent de se partager massivement. Si bien que ça commence à attirer l'attention d'Animal Cross, une association animaliste. Le principal combat de l'association au niveau de la zoophilie, c'est d'essayer d'interpeller les acteurs numériques afin de stopper l'hébergement et le référencement des sites zoophiles. Ils ont fait appel à des outils d'analyse pour essayer de retracer le trafic internet de ces sites, et les chiffres qu'ils avancent, ils font froid dans le dos. Au total, les vidéos zoopornographiques, elles comptabiliseraient chaque mois environ 1,5 million de vues, et ce serait 10 000 personnes qui seraient régulièrement actives sur les sites de petites annonces zoophiles. Le président et fondateur de l'association, Benoît Thomé, il explique que si avant eux, personne ne s'était penché sur la zoophilie, d'une part parce qu'ils n'étaient pas forcément au courant dû au manque d'informations sur le sujet, mais surtout qu'en fait, ça fait mauvais genre pour une association traditionnelle avec une image un peu patrimoniale de commencer à parler de zoophilie du jour au lendemain. Et pour agir contre ces sites, les membres de l'association, ils ont fait la liste de tous les hébergeurs des principaux sites zoophiles, ils ont fait remonter ces informations aux fournisseurs d'accès et aux responsables de moteurs de recherche. Certaines fois, ça a porté ses fruits, comme pour l'hébergeur Cyberlink, qui, suite à ces révélations, a supprimé tous les contenus zoophiles de ses sites en moins de 24 heures. Ou ça a également été le cas pour les sites hébergés par la filiale de télécommunications de Xavier Niel, Iliad. Benoît Thomé, il explique en fait que Xavier Niel, il est lui-même sensible à la cause animale, il avait déjà lancé un référendum pour les animaux dont faisait partie Animal Cross, donc à ce niveau-là, ça a été facile d'entrer en contact avec lui. Mais il y a d'autres fois où ça coince. Par exemple, quand Animal Cross va contacter OVH, le principal fournisseur d'accès européen, ils vont d'abord accepter de supprimer tous les contenus zoophiles de leur site, en fait, ils vont le remettre en ligne très peu de temps après. On avait essayé de contacter OVH pour notre enquête, mais ils nous ont jamais répondu à ce sujet-là. En tout cas, Animal Cross, ils vont mettre toutes leurs recherches en commun avec celles d'Aline, ils vont travailler ensemble pendant plusieurs mois, et à la fin de l'été 2019, ils vont accoucher d'une deuxième enquête. Et cette enquête, ce rapport, ils vont l'envoyer aux 577 députés de l'Assemblée nationale. Leur objectif, c'était de leur faire réaliser l'ampleur du phénomène, de leur montrer à quel point c'était dur d'agir contre la zoophilie en ligne, tellement elle est répandue et accessible. Et parmi tous les députés qui ont reçu une copie de ce rapport, personne n'en aura rien à foutre. On va leur énoncer toujours les mêmes arguments, c'est trop tabou, c'est trop insignifiant, et en gros, on a d'autres priorités que la zoophilie. Mais pour être honnête, je vous ai pas totalement dit la vérité. Il y a bien un député qui va prendre ce sujet à bras-le-corps et qui va en faire son cheval de bataille. Et ce monsieur, c'est Dimitri Houbron. Dimitri Houbron, c'est un député LREM de la 17e circonscription du Nord. Il a que 30 ans, donc c'est assez jeune pour un député. Et de son propre aveu, c'est quelque chose qui va plus le pousser vers des thématiques comme les violences conjugales, ou ce qui nous intéresse ici, la protection animale. Très souvent, les juridictions, déjà, ils parlent d'actes de cruauté, ils parlent pas de sévices de nature sexuelle en
tant que tel. Donc ils utilisent une autre disposition pour sanctionner les comportements quand ils le sanctionnent. Et les sévices de nature sexuelle sont pris en compte simplement quand il y a pénétration. Ou quand il y a des choses absolument atroces avec un bâton, et voilà, je vous passe les détails. Mais pas simplement du fait de faire des attouchements sexuels sur un animal, donc c'est pas pris en compte à l'heure actuelle par les dispositions législatives. À partir de là, Dimitri Aubron il va travailler avec Animal Cross, Aline, une avocate et une vétérinaire, afin de plancher sur une nouvelle proposition de loi bien plus au fait des réalités actuelles. Ils vont proposer que la peine pour maltraitance animale elle passe de 2 à 3 ans et que ça aille jusqu'à 5 ans si ça entraîne la mort de l'animal. Mais le plus important par rapport à ça, c'est de préciser les termes dans le texte de loi pour pouvoir condamner toute forme de zoophilie, qu'il y ait pénétration ou pas. Et le projet de loi, il prévoit aussi d'agir contre les contenus zoopornographiques et les sites de petites annonces en ligne. Et ainsi, les personnes reconnues coupables de production et de diffusion de contenus pornographiques, donc vidéos zoopornographiques ou sur des sites de petites annonces, ils doivent maintenant encourir 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Alors ça, c'est le projet en théorie, ce que Dimitri Aubron voudrait faire passer, mais il y a pas mal d'obstacles qui vont se dresser sur sa route. Déjà, ça a été très difficile de tout simplement crédibiliser ce sujet auprès de ses collègues. La plupart pensaient que l'arsenal judiciaire était suffisant, que la zoophilie on n'avait pas grand chose à foutre et que ce sujet-là il tenait plus de la blague qu'autre chose. Notre député il a vraiment dû batailler en mettant parfois en cause sa propre crédibilité pour montrer qu'il y avait un vrai sujet derrière ces histoires de zoophilie. Le deuxième problème, c'est la communauté zoophile en elle-même, qui a pas du tout apprécié qu'ils viennent fourrer son nez dans leurs affaires et qui a tout fait pour essayer de contrecarrer ses plans, sans grand succès. C'est une communauté qui existe en France, qui d'ailleurs s'est mobilisée contre moi et contre tous ceux finalement qui s'engagent dans ce combat-là, et qui avait envoyé des mails à mes collègues pour leur dire de ne pas voter ces dispositions, etc., que je connaissais pas grand-chose. Ils ont été beaucoup plus loin avec le président de l'association d'ailleurs, en l'accusant de choses absolument effroyables pour le décrédibiliser. Ils se sont moins permis de le faire avec moi parce qu'ils savent que les conséquences seraient peut-être pas les mêmes. Mais tout ça pour dire que voilà, c'est une communauté qui existe et qui a un sentiment d'impunité, parce que pour eux, c'est pas grave. Et le dernier problème, et sûrement le plus embêtant, c'est le calendrier parlementaire en lui-même. À l'heure actuelle, la loi elle a été votée par l'Assemblée nationale, mais elle a toujours pas été validée par le Sénat. Donc en tant que telle, la loi, elle a aucune valeur. Je vais pas vous expliquer ici en détail comment fonctionne la navette parlementaire, mais en gros, pour qu'une loi soit acceptée, il faut qu'elle soit validée à la fois par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Là, notre loi, elle a été validée par l'Assemblée nationale, elle est en termes de relecture par le Sénat. Quand le Sénat aura fait sa lecture, ils vont modifier le projet de loi et le renvoyer à l'Assemblée. Le projet de loi, il y sera débattu au niveau des modifications apportées par le Sénat, et il leur sera renvoyé, et ainsi de suite. Au final, si au bout de la 3e relecture, ils tombent toujours pas d'accord, c'est l'Assemblée qui gardera le dernier mot. Mais le problème par rapport à ça, c'est que c'est un processus qui prend énormément de temps, et que les présidentielles arrivent. Dimitri Aubron, il explique que s'ils veulent prendre de nouvelles dispositions par rapport à ce projet de loi, ils doivent absolument le faire avant cet été. Parce que sinon, les sénateurs voudront pas aborder ce sujet, beaucoup trop mineur au vu de l'imminence des élections présidentielles. Donc vous l'aurez compris, même si la gravité de la zoophilie, elle a plus ou moins été prise en compte par nos politiques, il y a une course contre la montre qui se joue en parallèle et qui complique vraiment les choses. Un truc dont on n'a pas encore parlé, c'est comment on repère la maltraitance sur les animaux. Et ça tombe bien, c'est le sujet d'une thèse publiée en 2017 par la vétérinaire Marjolaine Baron. C'est celle qui a aidé Dimitri Aubron dans l'élaboration du projet de loi. Dans cette thèse, sobrement intitulée « La zoophilie dans la société, quelle place le vétérinaire peut-il tenir dans la répression ?», elle explique qu'en fait, c'est très difficile pour les vétérinaires de détecter les cas de zoophilie sur les animaux. Au niveau physique, tout est possible. Certains animaux présentent des lésions génitales ou sur d'autres parties du corps après s'être débattus, d'autres n'en présentent pas. Mais même dans l'hypothèse où le vétérinaire il a décelé un cas de zoophilie, c'est encore plus compliqué d'agir. Le secret professionnel il est très fort en France et c'est quasiment impossible pour le vétérinaire de refuser de rendre l'animal à un propriétaire, de le placer en famille d'accueil ou même tout simplement d'aller en parler directement à la police. Du coup Marjolaine, elle traite les cas de maltraitance comme elle peut, avec les moyens du bord. Personnellement, je dénonce les cas les plus graves, ceux que je ne peux pas gérer seule. En pratique, ça n'aboutit quasiment jamais, donc j'essaie plutôt de m'arranger au cas par cas directement avec les propriétaires. Ça demande beaucoup de psychologie et de compréhension. Il faut expliquer certaines choses aux propriétaires pour les convaincre de placer l'animal. Quoi qu'il en soit, la thèse de Marjolaine Baron, elle a eu un impact crucial dans l'élaboration du projet de loi. Grâce à ses connaissances de terrain, les députés ils ont pu se rendre compte de ce qui devait changer dans la loi en pratique, et grâce à ça, le secret professionnel pour les vétérinaires, il pourrait être levé. Dimitri Aubron, il a intégré cette problématique dans sa proposition de loi pour que les vétérinaires puissent enfin dénoncer librement les cas de maltraitance animale. Bon, maintenant on peut dire que vous avez une vue d'ensemble sur la zoophilie. Vous connaissez l'ampleur du phénomène et le combat d'une poignée de personnes qui vise à agir contre les zoophiles. Mais avant de vous quitter, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur quelque chose qui a quasiment jamais été exploré jusqu'à maintenant et qui est pourtant capital dans notre sujet, c'est le point de vue des zoophiles eux-mêmes. Et croyez-moi, vous êtes absolument pas prêts pour ce qui va suivre.
Quand on commence à faire quelques recherches sur la zoophilie, on tombe rapidement sur ce site Animal Zoo France. À première vue, il a tout l'air d'une page Wikipédia classique, et en fait, c'est le but. Ce site, c'est le Wikipédia des zoophiles. On y retrouve des dizaines de pages d'argumentation qui visent à légitimer et justifier leurs pratiques. Faut bien comprendre que dans la tête de ces gens, ils font rien de mal en fait. Ils vivent juste leur relation comme ils l'entendent avec leurs animaux. Et ces amoureux des bêtes, ils se fixent même un code éthique et moral assez précis. Ils doivent accorder le même respect aux animaux qu'on souhaite se voir accorder à soi-même, accepter les désirs et la volonté de l'animal pour une satisfaction mutuelle, ou encore lutter contre l'exploitation des animaux afin de s'enrichir personnellement. Et ces zoophiles-là, comme on a pu le voir un peu précédemment dans les explications d'Aline, ils tiennent strictement à se différencier des sadiques, c'est-à-dire de ceux qui prennent du plaisir dans la souffrance de l'animal. Eux, à leur différence, ils prennent en considération le bien-être de la bête, et ce notamment pendant les rapports sexuels. Je pense qu'une anecdote vaut mieux que 1000 explications, donc je vais vous laisser avec ce témoignage d'un des membres du site. Je me souviens avoir remis les pendules à l'heure à un inscrit du forum. En fait, il nous avait dit qu'il avait eu des soucis avec sa chienne pendant un rapport vaginal. Et juste après avoir posé quelques questions sur les chaleurs et les envies de sa chienne, et le mec nous explique en fait que sa chienne n'a que 3 mois. Donc directement, on a répondu à cette personne que c'était du grand n'importe quoi. Et si notre forum n'avait pas existé, il aurait peut-être continué ou persévéré. Autrement dit, pour eux, avoir des relations sexuelles avec sa chienne, c'est ok, mais pas aussi jeune, faut pas déconner non plus. Mais au-delà de cet argumentaire un peu douteux, le site y représente un vrai guide pratique pour les relations zoophiles. On y retrouve des illustrations concernant l'anatomie de certains animaux, ainsi que des guides pour, je cite, se faire prendre par son chien ou comment effectuer une fellation sur un animal. Et il y a même des initiations sexuelles dès le plus jeune âge pour préparer les animaux à des futurs actes de pénétration. Vous l'aurez compris, toutes les pratiques sexuelles des zoophiles, elles sont répertoriées sur ce site. En plus, comme ils savent que ce qu'ils font est illégal, du moins en partie, on retrouve sur le site plusieurs guides pour s'en sortir pendant une garde à vue, ainsi qu'une multitude de conseils pour continuer à exercer la zoophilie sans trop s'attirer d'ennui. Et si vous trouviez pas déjà le site assez flippant, sachez qu'il répertorie sur cette page toutes les personnalités qui luttent activement contre la zoophilie. On y retrouve Aline, Benoît Thomé, Marjolaine Baron et Dimitri Houbron, ainsi qu'une poignée de personnes dont on n'a pas parlé ici, mais qui luttent plus ou moins contre la zoophilie en France. D'ailleurs, concernant notre député, il y a plusieurs articles qui sont régulièrement publiés pour tenir compte de l'évolution du projet de loi dont on a parlé précédemment. C'est donc un vrai travail de recherche qui a été effectué par les administrateurs du site pour essayer de récolter le maximum d'informations sur les personnes qui tentent de se mettre en travers de leur chemin. Bon, je pourrais passer des heures à vous parler de ce site tellement il y a de contenu. Entre les références de livres, de films, de documentaires sur la zoophilie, les débats sur la pratique de l'élevage ou sur les rapports entre maladies sexuellement transmissibles et zoophilie, il y aura vraiment de quoi en faire une vidéo à part entière. En tout cas, je pense qu'avec tout ce qu'on vient de se dire, vous avez toutes les cartes en main pour cerner l'enjeu derrière la zoophilie. Mais avant de vous quitter, il y a une dernière chose dont je voudrais vous faire part. Sur le site, on trouve aussi un onglet « Nous contacter ». Soyez journaliste, curieux, étudiant ou même membre de la protection animale, n'hésitez pas à nous contacter à cette adresse animalzoofrance@protonmail.com. Et ben c'est ce qu'on a fait, et autant vous dire que l'échange qu'on a eu avec cette personne, c'est très facilement l'interview qui m'a le plus marqué et qui m'aura mis le plus mal à l'aise de toute ma vie. Pour cette dernière partie, je vois pas vraiment d'autres meilleurs moyens que de vous retranscrire par audio l'interview qu'on a faite de ce zoophile. Ça va pas être la partie la plus dynamique de la vidéo, j'en suis désolé, mais croyez-moi, avec ce que vous allez entendre, vous aurez pas le temps de vous ennuyer. Alors oui, j'en ai, mais j'ai aussi des animaux de ferme. Je vais pas trop aborder le côté sexuel ici parce qu'ils représentent pas du tout la relation que j'ai avec eux. La relation, c'est la même que peut entretenir une personne non zoophile avec ses animaux de compagnie. Je les considère comme des animaux, j'utilise leur code. Mais aujourd'hui, mon chien, il fait partie intégrante de ma vie. Il dort avec moi, il vit avec moi, je l'emmène en voiture, il est toujours présent. C'est juste qu'il y a le sexe en plus. J'ai mis au courant les personnes pour lesquelles j'ai ressenti le besoin de le faire. J'ai pas eu de problème suite à ces coming out. Depuis tout petit, mon entourage m'a toujours connu avec des animaux. Ils m'ont même posé quelques questions à propos de ça. Lorsque les gens y tiennent à vous, votre orientation sexuelle, elle devrait pas être un problème. J'ai même des amis zoophiles qui travaillent dans le monde animalier, qui ont expliqué leur penchant à certains de leurs collègues. C'était très risqué et dans l'ensemble, on peut dire qu'à part ces cas anecdotiques, tout se passe correctement. L'acceptation de mon orientation sexuelle, elle a eu un impact et elle continue d'en avoir sur absolument tous les aspects de ma vie aujourd'hui. Si je passe autant de temps à lutter contre la proposition de loi de Dimitri Houbron, c'est parce que si elle passe et que par malheur on me retire mes animaux et le droit d'en avoir, ma vie elle servira plus à rien. Ce sera comme si vous rendiez un musicien sourd. Après, sur ma vie professionnelle, l'impact il est énorme. Bien que mon style de vie nécessiterait que je vive à la campagne, je suis cadre informatique. Ça me contraint à habiter dans une grande ville, donc il y a pas mal de compromis à trouver. Alors, pas dans la vie réelle, non. Les personnes à qui j'explique mon orientation sexuelle me connaissent déjà, elles savent que je suis quelqu'un d'équilibré et de normal, ils connaissent mes animaux, ils savent que je les traite bien, ils sont vraiment ce que j'ai de plus cher au monde. Par contre, sur Internet, c'est différent. Depuis 20 ans, je fais plusieurs expériences sociales et le schéma est souvent le même. Il y a d'abord une meute qui arrive avec des réactions non réfléchies, comme pour l'homosexualité. C'est écœurant, contre nature, c'est du viol. Puis en expliquant que ce sont la plupart
plupart du temps les animaux qui pénètrent dans l'acte sexuel, les arguments en face ils prennent une autre tournure, on arrive à une discussion sur la considération de l'animal, du genre l'animal n'a pas conscience de ce qu'il fait. Dans le lot, il y a toujours quelqu'un qui connaît assez bien les animaux pour prendre ma défense et expliquer que si, les animaux ont souvent et également des envies sexuelles et peuvent être demandeurs. Après, j'ai une anecdote, quand on avait 20 ans avec un groupe d'amis sur internet, c'était une mauvaise expérience, j'ai expliqué mon orientation sexuelle à une amie à qui je tenais beaucoup et elle m'a menacé de mettre le reste du groupe au courant, chose qu'elle a fini par faire. Et suite à cela, certaines personnes ont refusé catégoriquement de me revoir. Alors si on fait abstraction de la morale, quel mal y a-t-il à masturber un chien? Quel est le problème quand un chien pénètre une femme? J'aimerais un jour avoir une réponse à ces questions qui permettrait de justifier 3 ans de prison, 30 000 € d'amende et une interdiction à vie de posséder un animal de compagnie. Il y a tellement de pratiques à interdire comme le zoosadisme ou la pénétration de petits animaux qui leur est fatale. Il y a des enquêtes à mener dans ces milieux-là. On pourrait travailler ensemble, élaborer des textes et des amendements ensemble. Et voilà, c'est maintenant la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de mieux comprendre la zoophilie et de démonter certains clichés qu'on peut avoir sur cette pratique au premier abord. Cette vidéo, elle est tirée d'une enquête qu'on a fait avec plusieurs camarades de classe pour notre dernière année d'études en école de journalisme. Donc j'en profite pour remercier infiniment Asdin, Amir et Yousra qui m'ont parlé de ce sujet en premier lieu, qui m'ont mis sur cette enquête, et sans eux, cette vidéo-là, elle n'existerait tout simplement pas. Je vous laisse dans la description quelques liens connexes à cette enquête si vous voulez vous renseigner un peu plus ou vérifier un peu ce que j'ai dit dans cette vidéo. Si le sujet vous intéresse, je vous recommande également l'excellente vidéo de la chaîne Animals Interest sur le sujet. Elle va un peu plus se pencher sur l'aspect médical et psychologique, donc ça en fait un super complément à cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine.